Bien. Apparemment, ça fonctionne. J'ai jamais enregistré, donc ça devrait le faire. Alors, on va commencer, comme je disais. Donc, bonsoir aux participants là, qui nous rejoignent au fur et à mesure pour donc ce webinaire. Comme on a l'habitude d'en faire, on en fait un par mois dédié. Eh bien, je laisserai Jérôme l'expliquer par lui-même au Green Control, qui va vous expliquer un peu la démarche et qu'est-ce que c'est. Alors, je ne vais pas vous prendre forcément très longtemps, je vais juste prendre 5 minutes pour vous présenter l'association avec laquelle on organise cet événement. L'association Alumni Insalion. Donc, moi, je suis la vice-présidente actuellement. Donc, je rappelle que le réseau Alumni Insalion, je parle ici que de l'Insalion, hein, notre ami Jérôme n'est pas de l'Insalion, mais bon, le groupe INSA, c'est une très très grande famille, hein, INSA Strasbourg, Toulouse, Rennes, Rouen, et je dois encore en oublier. Mais pour le réseau INSA, c'est un très large réseau avec plus de 50 000 diplômés qui travaillent et en France et également à l'étranger. On a 2000 dirigeants dans près de 16 000 entreprises et cette école INSA. Ça fait quand même beaucoup de diplômés et c'est un très gros réseau que vous pouvez ici également solliciter. Principales actions de l'association. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'association? Donc là, c'est une slide qui vous résume un petit peu l'ensemble de nos actions, des visites et des conférences, comme aujourd'hui, avec une conférence en ligne. On aide également les étudiants, donc les futurs diplômés, dans leurs projets professionnels, préparation des ateliers, CV, préparation d'entretien, conférences réseau, donc tout ce qui est aussi networking. On aide aussi la vie associative du campus avec des partenariats avec les associations de département, le BDE, le forum organisation, soutien à projet, table ronde, atelier et également sur des salons de recrutement. Et puis, donc ça, c'est sur un volet un peu plus professionnel. On a aussi très régulièrement des rencontres, des visites culturelles et conviviales qui sont organisées au sein notamment des groupes régionaux. Donc, vous avez un groupe régional, y compris à l'international. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez vous retrouver entre INSA sur des visites culturelles. Donc, ça peut être tout, ça peut être la randonnée, ça peut être des visites de musées, ça peut être un restaurant, ça peut être donc des choses diverses et variées. Alors, comme je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont parmi nous ce soir, je vous présente également ce slide-là puisque moi, l'association, je m'occupe principalement de ce qu'on appelle la pépinière insalienne, qui est l'entité junior d'Alumni Insalion. Et donc, c'est un groupe de jeunes tout simplement, hein. Vous pouvez les rejoindre quand vous souhaitez. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a organisé cette conférence, puisque un de nos leitmotifs, un de nos rôles, c'est de réfléchir au métier et au rôle de l'ingénieur en réalisant par exemple des podcasts. On en a réalisé plus d'une trentaine aujourd'hui, donc des podcasts ingénieurs à venir que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify par exemple. Organisation de conférences, de tables rondes et d'ateliers comme ce soir. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre au-delà de participer à ces événements si vous souhaitez vous impliquer, que ce soit pour voilà, acquérir des compétences, notamment sur organiser des événements ou communiquer aussi de manière plus globale. Je crois que j'ai un dernier slide. Vous pouvez rester informé de nos différentes actualités au travers de notre site internet, de la revue Interface également, que vous pouvez recevoir avec votre cotisation. Autrement, on a également une newsletter bimestrielle et puis vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et si vous êtes sur Lyon, n'hésitez pas à pousser la porte de l'association. C'est entre les résidences C et D. C'est facilement reconnaissable comme bâtiment. Il y a marqué Alumni Lyon dessus. Voilà, donc je ne vais pas forcément aller plus loin
voilà, dans cette présentation parce que je voudrais laisser vraiment la place au Green Control, donc que Jérôme va nous présenter. Donc merci Jérôme d'être parmi nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Et alors, on n'est pas énormément de participants, mais on va quand même faire comme ça. Donc, merci à tout le monde déjà de nous avoir rejoints. Pour qu'on puisse avoir une bande passante convenable, merci de couper vos micros et également vos caméras. Ça permettra aussi un confort auditif et une bande passante assez suffisante. Et si vous avez des questions au cours de la présentation, donc Jérôme pourra y répondre à la fin de la présentation. Bon, on n'est pas nombreux, donc je pense que vous aurez peut-être l'opportunité de pouvoir les exprimer à l'oral. Mais vous avez aussi, je vous propose de faire, c'est plutôt d'utiliser le chat donc de la réunion. Donc vous posez votre question et puis en fonction du nombre de questions, soit on vous donnera la parole en fin d'intervention, soit je sélectionnerai moi-même les questions. Cette conférence, elle est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver dans quelques jours, je pense, sur le site de l'association en replay et également sur eh bien, la chaîne YouTube de l'association qui s'appelle Alumni INSA Lyon. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis, bah, Jérôme, je te laisse la main. Merci. Et puis, bonne conférence. À tout à l'heure. Merci Amélie. Voilà, c'est bon. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean Bilquet, GM 2000. Et je vais vous présenter ce soir le fruit d'un travail de quelques années sur comment en fait répondre aux enjeux climatiques et sociaux dans les entreprises et notamment comment avoir une démarche structurée dans une entreprise, dans l'industrie. Alors, en guise de programme, je vous présente presque déjà la conclusion, en fait. Dans une entreprise, généralement, on cherche avant tout le profit, hein, bien évidemment. Alors, le profit, ça peut être de plusieurs types, hein. On peut avoir le profit pour l'actionnaire, hein, avoir vraiment de l'argent à la fin du mois, mais il peut y avoir aussi des profits en termes de qualité ou bien pour les salariés, hein, le bien-être, un salaire et compagnie. Et la tendance, malheureusement, c'est plutôt de chercher le profit, mais de ne pas avoir de rechercher le côté durable. On cherche un peu l'immédiateté et puis des, du futur. Donc la tendance actuelle, elle est plutôt dans ce sens-là. Et ce que je vais vous présenter ce soir, c'est une démarche qui permet progressivement de pouvoir passer de cette tendance à l'excellence, ce que j'appelle l'excellence. Et on va voir qu'il y a essentiellement trois étapes. Et on va voir pourquoi ces trois étapes sont dans ce sens-là et qu'est-ce qui se cache derrière dans l'industrie. Puis on complétera aussi avec quelques petites touches pour que cette démarche soit d'un succès. Alors, je vais commencer la présentation. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, la présentation durera aux environs d'une trentaine de minutes, hein, entre 30, peut-être 40 minutes. Mais voilà, je pense que 30 minutes, je devrais y arriver. Alors, le contexte, je vais commencer déjà par un contexte historique, et notamment les changements climatiques. Ça va être assez rapide. Euh, et notamment, les prises de conscience, hein, c'est que les changements climatiques qu'on vit aujourd'hui, à quoi elles sont dues. Et je vais vous raconter déjà une brève histoire en fait hein, du GIEC. Donc j'ai mis les sources hein, dans le document, hein, vous pouvez aller les consulter sans problème. Et en 1990, il a été prouvé, le GIEC hein, a réussi à démontrer que les principaux contributeurs de l'effet de serre sont la vapeur d'eau et le CO2. Mais avec ça, voilà, ça ne nous avance pas à grand-chose, puisqu'on ne sait pas forcément d'où vient l'eau et d'où vient le CO2. Et il a fallu attendre 6 ans, non, 5 ans, pardon, en 96. Et là, le GIEC a fait une nouvelle démonstration. Il a été prouvé, hein, scientifiquement prouvé, que l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère est liée aux activités humaines.
Et c'est certain aussi, il y aura dans le futur, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas dans quelle ampleur, un changement climatique certain. Donc on est en 96. Alors, une petite parenthèse, en 2007, le GIEC remporte le prix Nobel de la paix, donc ce qui a amené beaucoup de crédibilité à cette association. Et en 2014, une nouvelle démonstration, le changement climatique récent est certain. Et si je reviens un petit peu en arrière en 96, ben, en fait, c'est essentiellement dû à l'augmentation anthropique du CO2, hein, donc aux émissions humaines. Et ça aussi, c'est prouvé. Euh, L'année d'après, 2015, alors, voilà, je pense que tout le monde s'en souvient, il y a eu la COP 21 à Paris. Et là, il y a un truc génial qui s'est mis en œuvre, en fait, c'est que bah, toutes les nations, quasiment toutes les nations dans le monde, se sont mises d'accord pour agir en faveur du climat. Et ici, je vous ai juste sorti un des nombreux articles de l'ONU, hein, une des nombreuses résolutions de l'ONU, et c'est tout simplement, ils ont dit, voilà, on veut promouvoir une industrialisation durable qui puisse profiter à tous, et on veut encourager l'innovation, voilà, dans la mesure des moyens de chacun. Alors, si je lis entre les lignes, en fait, ce que ça veut dire ça, c'est que, ben, en gros, ils sont pour, mais ils savent pas comment faire, mais ils le soutiendront. Et puis, ben, chacun fait un peu avec les moyens qu'il veut. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de moyens, ben, il fait pas beaucoup. Donc, pas beaucoup d'engagement, finalement. Donc, c'est très récent, hein, c'était il y a 8 ans. En 2017, donc 2 ans après, hein, l'État français a mis un petit peu de temps. Alors, il y a eu plein de dispositions, mais voilà, il y en a une qui est sortie en 2017. Et ils ont repris en gros ce que l'ONU avait dit, c'est on n'est pas contre, mais on ne sait pas trop où aller. Donc on va déjà commencer par faire un rapport carbone de l'industrie pour savoir un petit peu quel est l'état des lieux et bah, qu'est-ce que l'industrie aujourd'hui émet comme gaz à effet de serre. Et puis un petit peu tôt aussi, mais voilà, ils savaient pas trop où ils allaient, mais ils ont engagé l'État, ils ont engagé la nation sur la neutralité carbone en 2050. Alors la neutralité carbone de l'industrie en 2050. Ensuite, très récemment, hein, il y a un an, je reviens sur le GIEC et le GIEC a réussi à démontrer cette fois-ci que ben, il est nécessaire de pouvoir agir fortement, très rapidement et de manière durable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un simple one-shot, mais il faut vraiment changer nos habitudes de manière durable. Et si je reprends ben, notre thème qui est l'industrie, ben, il faut que nous aussi, dans l'industrie, il faut qu'on change fortement, rapidement et de manière durable. Et c'est ça en fait l'objet de l'ensemble de cette présentation qu'on verra ce soir. Alors suite au dernier rapport du GIEC, hein, en 2022, il y a la Banque européenne d'investissement qui a lancé une vaste enquête auprès des Européens de tout âge, hein, tout horizon. Et puis, ils ont été extrêmement étonnés de se rendre compte que ben, les sujets environnementaux ben, arrivaient en tête des préoccupations des Européens, et ici, on a les résultats pour les Français. Et ce, quelle que soit la génération. Les jeunes, les moins jeunes, les seniors, on a à peu près tous les mêmes préoccupations. Donc là, si je me mets du point de vue des politiques, cette fois-ci, hein, les politiques, ils vont dans le sens du vent, en gros, hein, je caricature un peu, mais si l'opinion publique pense un truc, ben, ils ont tout intérêt à penser la même chose. Et c'est pour ça que le gouvernement a accéléré un petit peu les choses, et notamment en novembre 2022, a lancé un grand projet avec, alors toujours dans la partie industrielle, hein, je me focalise là-dessus, a lancé un projet en 2022 et a réuni les 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et voilà, ironie du sort, hein, ces 50 sites représentent 50% des émissions de gaz à effet de serre, enfin, de la partie industrie. Comment dire, sans surprise, hein, c'est essentiellement la métallurgie, la coquefaction, la chimie, le béton et puis les entreprises agroalimentaires. Et notre président a demandé en fait à présenter un challenge à ces 50 industriels et il leur a dit ben, est-ce que vous êtes prêts à prendre le pari et dans 10 ans, ben, on réduit de 50% vos émissions. Sachant hein, au passage, c'est que en 2050, hein, l'objectif c'est que toute l'industrie passe à zéro
ou en tout cas, si elle émet, qu'elle puisse compenser ses émissions. Et il a donné il a demandé à ce que les industriels répondent pour, je crois que c'était mai 2023, puis ils ont répondu en septembre 2023. Et tous se sont engagés. Donc tous ont dit bingo, on y va. Mais ça ne sera pas 50%, ça sera 45%, ce qui est déjà quand même pas mal. Donc je vous encourage à reprendre aussi les informations sur les sites gouvernementaux. Je vous les ai mis en description hein, dans les sources sur le plan de planification écologique. Alors, il reste encore à être ratifié. Hein, il devait être ratifié au mois d'octobre. Et je n'ai pas eu de nouvelles récentes. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, ce plan écologique sera ratifié ce mois-ci. Donc voilà, je ne vais pas insister trop longtemps sur l'aspect politique, l'aspect social. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, ben, en fait, la prise de conscience que le changement climatique est bien là, est prouvé, c'est plutôt très récent. Hein, c'est quelques années seulement. Et nous, industriels, ben, on a une grosse part à jouer, puisqu'on représente à nous seuls à peu près un cinquième de toutes les émissions de CO2, enfin de gaz à effet de serre plutôt de la France. Voilà, donc on doit agir vite et fort. Euh, donc, je vais continuer la présentation, cette fois-ci en remettant un petit peu de clarté dans on entend souvent hein, parler de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, et puis on a un peu tous tendance à mélanger un peu tout ça. Et moi aussi, il y a quelques temps, je le mélangeais allègrement. Allez, c'est parti. Alors, avant de démarrer ça, j'aimerais citer Étienne Klein. Alors, Étienne Klein, c'est directeur de recherche au CEA. Il est physicien, astrophysicien, chercheur, philosophe. Et Étienne Klein s'est rendu compte d'une chose, c'est que ben, chaque être humain, hein, à chaque fois qu'on mange, qu'on boit, voilà, on consomme l'équivalent de 2,4 kWh d'énergie par jour. Ça, c'est pour ben, que le corps puisse se chauffer et bouger. Et il a fait un parallèle aussi avec toute l'énergie qui rentre en France sous forme d'énergie nucléaire, de gaz, de pétrole, voilà, de toutes les énergies disponibles. Et il s'est rendu compte en fait que un Français consomme en moyenne 360 kWh par jour. Donc pour se chauffer, pour se déplacer, pour manger, pour acheter ses biens de consommation, etc., etc. Et si on fait le rapport entre 360 et les 2,4 kWh par jour, eh bien on arrive sur un équivalent finalement de ce qu'il appelle lui les esclaves énergétiques. Donc c'est-à-dire que derrière chacun de nous, c'est comme s'il y avait 150 personnes qui pédalaient pour subvenir à nos besoins énergétiques. Voilà. Sous-entendu, hein, si on était tout seul à pédaler, ben, on aurait 150 fois de moins de choses que ce qu'on a aujourd'hui. Et ce que je trouve très intéressant dans l'approche de Tim Klein, c'est qu'il humanise quelque part l'énergie. Parce que 360 kWh, on a du mal à se le représenter. Ouais, se dire qu'il y a 150 personnes qui pédalent pour nous, ça c'est peut-être un peu plus palpable, pardon. Voilà. Alors, cette réflexion d'Étienne Klein m'a amené à me poser pas mal de questions. Et je me suis dit, j'ai fait un constat, je me suis dit, mais waouh, 150 esclaves derrière nous, mais enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin, en fait, de ces 150 esclaves? Alors moi, je les ai jamais vus, j'aimerais bien les croiser un jour. Et en fait, à discuter avec mon entourage, avec des confrères, avec voilà, des différentes personnes, eh bien, on est arrivé sur la conclusion qu'en fait, ces 150 esclaves, ben, ils étaient pas, on n'en avait pas tous besoin, en fait. Et on en utilise certains ben, qui ne répondent pas à notre besoin. Qu'est-ce que je pourrais citer comme exemple voilà, un pull moche pour Noël, par exemple. On est bientôt dans la saison. Alors, ça fait plaisir, mais voilà, je ne suis pas sûr que ça réponde à un vrai besoin. Et finalement, le ratio qu'on voit entre ces deux barres grises, hein, la petite qui reste et puis la grande d'origine, c'est ce qu'on pourrait appeler le ratio de sobriété. Hein. Être sobre, c'est
n'assouvir que ses propres besoins. Tout ce qu'on fait en plus, ben, finalement, c'est pas être sobre, hein, c'est gaspiller. Alors, le mot gaspiller sera important pour la suite. Et puis, dans le fil de la conversation, autour d'une bonne bière, parce que ça fait quand même plaisir de prendre une bonne bière, on s'est aperçu finalement, c'est que bah, sur cette barre grise qui reste, ben, on n'a pas toujours des processus efficaces. Voilà, notamment, hein, il y avait un de mes amis qui roulait avec une grosse voiture essence, et puis il y en avait un autre qui roulait en voiture électrique. Puis ils ont bien constaté que ben, il y en avait une qui consommait beaucoup plus d'énergie que l'autre. Je dirais pas laquelle, hein, je laisserai trouver tout seul. Et on s'est aperçu finalement qu'il y avait un autre ratio, et c'est ce qu'on appelle voilà, le ratio d'efficacité. C'est que ben, il y a aussi des pertes de rendement, hein. Il y a une consommation d'énergie qui est faite plus ou moins de manière efficace. Et on a continué à échanger et à discuter. Et puis on s'est dit, mais finalement, les énergies renouvelables là-dedans, il en est quoi? Et bien effectivement, hein, dans l'énergie qu'on consomme, il y en a une partie qui peut être renouvelable, qui peut être ou compensée, hein, c'est-à-dire qu'on peut émettre et puis planter des plantes dans son jardin. Et puis il y a une certaine quantité d'énergie qui ne sont pas renouvelables. Voilà, on les dépense, puis ben, voilà, une fois qu'elles sont dépensées, elles ne reviendront plus. Et ça, quelque part, c'était assez intéressant parce qu'on s'est dit, effectivement, si on commence tout de suite par développer le renouvelable, ben, on est un peu cuit parce qu'on va dépenser énormément d'argent à construire des panneaux solaires, à construire des éoliennes, alors que finalement, on ne répond peut-être pas forcément qu'à notre besoin. Donc il y a plein d'énergie qui va être gaspillée. Vous voyez que le renouvelable, c'est pas quelque chose qu'il faut sortir en premier. Et la notion de gaspillage peut être un peu plus tôt. Et d'ailleurs, on a eu la même réflexion avec l'efficacité, et on s'est dit, voilà, travailler sur des systèmes efficaces, améliorer l'efficacité de nos procédés. Ouais, mais si on les gaspille, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour améliorer l'efficacité sur un truc qui ne sert à rien. Donc voilà pourquoi, en fait, on a mis ces différents ratios dans cet ordre-là. Et je pense que cet ordre-là va être important aussi pour la suite de la présentation. Bon, on peut calculer aussi le ratio complet, hein, ce qu'on appelle le TRE, un taux de rendement énergétique. Alors j'ai essayé de trouver des sources là-dessus pour avoir une idée, pour vous donner un ordre de grandeur du taux de rendement énergétique pour les Français. Je n'ai malheureusement pas trouvé de sources suffisamment fiables pour vous dire voilà, combien de petits verres seraient suffisants pour assouvir nos vrais besoins. Hein, sur les 150 esclaves, combien serait finalement nécessaire à notre vie? Euh, ok, allez, je continue. Alors vous voyez que si je reprends la démarche hein, qu'on a vue tout à l'heure, hein, la tendance actuelle avec l'excellence, eh bien les trois petites barres, les trois petites flèches qu'on voit ici, ben, très naturellement, hein, on voit qu'il faut d'abord travailler sur la sobriété. Hein, c'est répondre à nos stricts besoins. Ensuite, on va travailler sur l'efficacité, autrement dit, hein, avec le minimum de perte d'énergie. Et puis le troisième exemple, enfin la troisième partie, c'est une fois qu'on a fait la sobriété et l'efficacité, là, il va y avoir du sens sur le développement des renouvelables. Voilà un petit peu la synthèse de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors cette fois-ci, hein, la sobriété, alors on l'a tous, on comprend à peu près ce que c'est dans notre vie de tous les jours, mais dans l'industrie, c'est quoi la sobriété? Euh, Bah, je pense qu'il faut très naturellement se reposer la question, mais finalement, c'est quoi le besoin? C'est quoi la raison d'être d'une entreprise? Et ben, en fait, la raison d'être d'une entreprise, c'est extrêmement simple, c'est répondre à son client. C'est répondre aux besoins de son client. Et tout ce qui sera en plus, eh bien, ça sera du gaspillage et on n'est plus dans la sobriété. Hein, je rappelle, la sobriété, c'est vraiment répondre aux stricts besoins, à notre strict, oui, à notre strict besoin. Euh, et je me suis aussi posé cette question, c'est que finalement, dans les entreprises, pour répondre à ce besoin, aux besoins clients, eh bien, on met en œuvre un flux. Hein, il y a des fournisseurs, on a des processus, on a aussi des clients et des fournisseurs internes. Et finalement, c'est quoi l'énergie qui est présente à l'intérieur de ce flux dans notre entreprise? Là, je me suis rappelé un vieux cours de Mécaflux. Et dans ce cours de Mécaflux, hein, il est dit que l'énergie cinétique d'un flux, c'est en gros la masse multipliée par la vitesse au carré.
Alors, je me suis posé des bonnes questions là-dessus, puis je me suis dit, mais c'est quoi là, quel rapport il pourrait y avoir avec les flux à l'intérieur de nos entreprises? Puis je me suis rendu compte que finalement, la masse, ben, c'est ni plus ni moins que nos stocks, tous les encours qui sont présents à l'intérieur de notre ligne de production ou de notre chaîne logistique. Et puis la vitesse au carré, on pourrait la résumer aussi à la demande, à la consommation du client. C'est-à-dire que plus le client consomme, ben, plus le flux va devoir aller vite, il va avoir un gros débit. On pourrait parler aussi de débit. Donc on pourrait traduire ça dans cette formule par ben, finalement l'énergie cinétique de notre flux, c'est le stock multiplié par la consommation. Alors, la consommation, hein, c'est le lien avec le besoin client. Et puis le stock, c'est la manière dont on va répondre aux besoins du client. Donc finalement, si on veut réduire l'énergie présente à l'intérieur de notre flux, ben, il faudrait qu'on réduise les stocks, et puis il faudrait aussi que le consommateur consomme moins. Alors, hein, je vous le présente comme ça, hein, de manière graphique. Hein, on a cette fameuse surface qui représente la consommation du client. Alors ça porte un nom, hein, ça porte la décroissance. On ne va pas l'aborder hein, sur cette conférence, ce n'est pas l'objet, mais c'est un des leviers. Effectivement, si on consomme moins, ben, il y aura moins d'énergie accumulée dans nos entreprises. Et puis le deuxième axe, hein, comme on l'a dit, c'est pouvoir réduire nos stocks et répondre aux stricts besoins du client. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi, depuis, alors c'est documenté depuis très très longtemps, hein, notamment avec les méthodes Toyota, c'est ce qu'on appelle ben, le juste nécessaire, développer le juste nécessaire. Et ça, pour nous, eh bien, c'est la démarche Lean. Donc là, on a déjà une première réponse en fait à comment on peut améliorer la performance énergétique de nos entreprises. Eh bien, c'est tout simplement en réduisant nos stocks, en réduisant nos encours et en répondant au strict nécessaire du client grâce à la démarche Lean. Bah, j'espère que je suis bien clair jusqu'à présent, hein. En tout cas, j'aurai le plaisir de répondre à vos questions tout à l'heure. Alors, deuxième point, hein, on est dans la deuxième étape du Green Control, c'est comment on peut développer l'efficacité énergétique dans nos entreprises. Et puis là, je me rappelle de cette discussion que j'avais eue autour d'une bonne bière avec mes amis, hein, et puis ce rapport de force qu'il y avait entre le gros moteur essence et puis le moteur électrique. Et voilà, pourquoi il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Et là aussi, pareil, alors là, je ne l'ai pas fait avec mes amis parce que sinon je les aurais perdus dans la discussion. Mais je me suis souvenu aussi que bah, l'énergie d'un procédé, hein, la quantité d'énergie qu'on a dans un procédé, c'est tout simplement la puissance de ce procédé multipliée par la durée de fonctionnement. Et effectivement, si on arrive à réduire la puissance nécessaire pour le même besoin, eh ben, on a tout gagné. Hein. Et ça, quelque part, c'est pouvoir travailler sur les rendements énergétiques, sur l'efficacité énergétique de nos systèmes. Et puis la durée, il faudrait aussi réduire la durée. Donc ça veut dire, quelque part, éviter les temps d'arrêt, les temps morts pendant lesquels le processus fonctionne, où il consomme de l'énergie pour rien. Et là, j'ai réussi à traduire en fait cette formule mathématique pour nous industriels et se dire finalement, c'est que ben, pour nous, réussir à améliorer l'efficacité, ben, c'est réduire la puissance nécessaire pour le même travail, hein, j'entends bien, et c'est améliorer les rendements. Et ça, il y a une démarche qui existe aussi et qui est documentée depuis très très longtemps. C'est la démarche Six Sigma qui nous permet ben, d'améliorer la maîtrise des procédés, tout simplement. Et puis le deuxième axe, c'est réduire les temps d'utilisation. Et là, tout simplement en améliorant le taux d'utilisation des équipements. Hein, certains d'entre vous connaissent bien le TRS, hein, le rendement synthétique. Et pour l'améliorer, eh bien, c'est toute une démarche TPM, hein, améliorer la fiabilité des équipements. Et si j'ai un équipement qui est fiable, il tombe pas en panne, donc ça veut dire que je peux l'ouvrir, je peux le démarrer pendant un temps beaucoup plus réduit et donc consommer moins d'énergie. Donc voilà deux autres leviers qui sont à notre disposition et on n'a pas besoin de les inventer puisqu'ils existent et ils ont fait leur preuve depuis très longtemps. Simplement avant, ils étaient orientés plutôt sur la qualité ou sur vraiment le côté financier. Et on peut les utiliser, on peut les détourner à des profits énergétiques, hein, pour limiter l'énergie, pour limiter les besoins. Voilà, troisième partie.
du Green Control, hein, c'est comment développer les énergies durables, les énergies renouvelables. Alors, deux axes, hein, c'est soit grâce à l'éco-consommation, et ça, c'est tout simplement, hein, là, je vais rien inventer, c'est tout simplement trouver la meilleure source qui puisse être la plus efficace en termes de gaz à effet de serre. Hein, passer du charbon au fioul, du fioul au gaz, du gaz à l'électricité, et puis de plus en plus vers ben, l'éolien, le solaire, la biomasse et compagnie. Et le deuxième axe, c'est travailler sur la reconception de nos systèmes, ou travailler aussi sur les cycles de vie, sur le recyclage. Et là, si je reprends vraiment le focus sur l'industrie, eh bien, une manière de repenser les produits de manière efficace, c'est les méthodes qu'on appelle le DFSS, un Design for Six Sigma. C'est comment développer un nouveau produit en vue d'une qualité juste excellente et bah, une baisse des consommations d'énergie. Et on peut aussi utiliser une autre technique, là c'est plutôt pour les processus industriels, hein, qu'on appelle le 3P ou le Lean Design, il y a un autre nom là-dessus. C'est comment designer des lignes de produits, des lignes de production qui soient le plus efficaces et le plus vertueuses vis-à-vis de l'environnement, puis aussi vis-à-vis comment dire, de la performance financière. Voilà, donc deux autres axes, hein, le choix de la bonne source d'énergie. Alors, sur ces deux thèmes-là, moi personnellement, je ne suis pas un expert, hein, je m'entoure de spécialistes. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je serais presque un petit peu embêté. Voilà, je suis un petit peu moins expert sur ces éléments-là. Alors maintenant, comment pouvoir mettre en œuvre en fait cette démarche de Green Control dans les entreprises? Alors on l'a vu, hein, voilà, je vais retraduire maintenant la sobriété et je vais retenir le terme lean. Je vais traduire aussi le terme efficacité par les termes de TPM, hein, Total Productive Management, et puis aussi le 6 Sigma pour améliorer les rendements. Et puis, je vais transformer le côté durable par ben, reconcevoir les produits, reconcevoir les systèmes industriels. Voilà. Et pour compléter le tout, hein, les quatre méthodes ou cinq méthodes, ben, ça nous fait un peu une belle jambe, mais si on n'a pas au départ une stratégie, hein, alors je vais symboliser par la boussole, hein, le cap à tenir, hein, les Japonais appellent ça le Hoshin. Si on ne sait pas d'où on vient et où on va, ben, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à la destination. Et puis, pour compléter vraiment la démarche de Green Control, cette démarche, il va falloir ensuite la piloter, hein, amener notre bateau à destination. Et il faudra mettre en place un système de gouvernance. Et en parallèle, eh bien, il faudra aussi monter hein, les connaissances, le savoir-faire et aussi le savoir-être nécessaire à une telle démarche. Et bien évidemment, voilà aussi des audits d'avancement pour pouvoir bah, réajuster le tir si jamais il y a des décalages et pour pouvoir bah, tourner la barre du bateau au bon endroit. Et vous voyez aussi que cette démarche Green Control, eh bien, elle va démarrer avec bah, un point de départ, bien évidemment, comme toute démarche. Et ce qu'on propose, nous, à nos clients, c'est de pouvoir adopter en fait un certain nombre d'indicateurs et pouvoir monter aussi en compétences. Et les indicateurs, hein, on a parlé des esclaves énergétiques tout à l'heure avec Étienne Klein, eh bien, c'est pouvoir humaniser ces kilowattheures consommés. C'est de pouvoir aussi adopter un autre retour sur investissement, et c'est le retour sur investissement énergétique, hein, le EROI, Energetic Return of Investment. C'est combien d'énergie je vais engager dans ma reconception ou dans mon redesign de produits ou de pouvoir aussi adopter l'équivalent CO2, donc combien de gaz à effet de serre je peux émettre et quelle est l'évolution dans le temps. Ensuite, première partie, une fois qu'on a ces indicateurs hein, et qu'on commence à monter en compétence aussi les collaborateurs, eh bien, il va falloir établir une bonne stratégie et mettre en œuvre le système de pilotage qui nous permettra de mettre en place cette stratégie. Et notamment, toute démarche Green Control va démarrer par
ce qu'on appelle une energy stream mapping, hein, une cartographie des flux d'énergie pour savoir finalement vos kilowattheures ou vos esclaves énergétiques qui rentrent chez vous, où est-ce qu'ils vont, par qui ils sont consommés, et surtout pour savoir, pour pouvoir établir en fait si vous avez plutôt besoin de faire une démarche Lean de sobriété, plutôt une démarche Six Sigma, plutôt une démarche TPM, ou plutôt une démarche de reconception de produits. Une fois qu'on a cette fameuse Energy Stream Mapping et qu'on a notre feuille de route, on sait où aller, et bien là, on va pouvoir établir notre plan Oshin, hein, notre stratégie, notre plan stratégique, et le mettre en œuvre, et le suivre et le piloter grâce à la supervision active. Voilà, donc là, on a notre point de départ, on sait où aller, on sait où aller, on sait comment aller, et maintenant, il faut y aller. Et on commence toujours voilà, par établir, par améliorer la sobriété grâce au lean management. Et plus ou moins en parallèle, hein, mais généralement un petit peu après, on va commencer à travailler sur l'efficacité des processus grâce aux systèmes tels que le Six Sigma, et puis améliorer le TRS, hein, le taux de rendement synthétique, notamment avec des démarches telles que la TPM. Alors, je vous ai mis des bulles aussi, hein, c'est travailler sur la fiabilité des équipements, la fiabilité des produits. J'accompagne aussi quelques clients sur ces thèmes-là. Et en dernier lieu, pouvoir revenir à la reconception et pouvoir développer du renouvelable, hein, revoir les produits, revoir les process grâce à la mise en place d'une démarche DFSS ou une démarche 3P. OK. Voilà. Alors, en guise de conclusion, je vais reprendre aussi l'ensemble de la démarche, hein. Ça, c'est vraiment la démarche du Green Control. Donc, inverser la tendance naturelle, hein, qui est d'aller vraiment chercher uniquement le profit au détriment du durable, atteindre l'excellence grâce à une augmentation des profits et une augmentation aussi de la pérennisation des entreprises par le biais d'une bonne stratégie, de la mise en œuvre du lean management, de la mise en œuvre du Six Sigma et de la TPM, et enfin terminer par le DFSS et le 3P. Et en parallèle, pour accompagner tout ça, voilà, mettre en place le système de gouvernance et de pilotage de l'ensemble du projet, monter en permanence les compétences des collaborateurs, et ne pas oublier aussi des petits audits d'avancement qui permettent de pouvoir réajuster le tir et d'avoir une vision extérieure au système. Voilà, j'en arrive à la fin de la présentation. Alors, je vous avais promis 30 minutes. Je m'aperçois que j'ai été plutôt rapide, hein. J'ai mis que 25 minutes, 26 minutes. Voilà, j'espère en tout cas que cette rapidité a permis d'être suffisamment clair dans la présentation. Je vous remercie. Merci Jérôme, c'est une présentation qui était très claire. Ah, écoutez, moi j'ai pas de questions là, qui sont arrivées dans le chat. Par contre, eh bien, comme on n'est pas nombreux, ce que je vous propose, c'est peut-être que vous posiez vos questions directement en vous présentant, de dire de ce que vous faites dans la vie, quelle promotion, si ça peut être aussi intéressant. Et puis votre question, n'hésitez pas, on a encore du temps, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaiteriez poser. Amélie, j'ai juste une question. Est-ce que j'arrête le partage ou je laisse la page comme celle-ci? On peut peut-être laisser la page s'il y a des questions, OK. on pourra Ouais. revenir sur le stade. Il n'y a pas de questions. Voilà, comme il n'y a pas de questions, moi je vais en poser. Euh, Moi, j'avais une question de manière générale. En fait, je me dis, mais est-ce que, parce que moi, c'est une démarche que je connaissais pas, le green control. Je connaissais le lean. Bon, après, c'est pas mon corps de métier, hein. Moi, je fais pas du génie industriel, mais est-ce qu'elle est vraiment connue dans le monde industriel d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle tend à se développer? Est-ce qu'il y a certains secteurs qui sont peut-être plus concernés que d'autres?
Alors, cette démarche, elle est extrêmement récente. Elle répond en fait à des besoins qui sont en train d'arriver. Faut quand même reconnaître que globalement, hein, dans les entreprises, le développement durable, à de très rares exceptions près, la plupart, c'est pas leur problème, hein. Donc réussir à avoir une démarche vertueuse pour le plaisir d'avoir une démarche vertueuse, en gros, tout le monde s'en moquait encore très récemment. Sauf que les mentalités commencent à évoluer. Et notamment, et on l'a vu avec l'enquête de la Banque européenne d'investissement, c'est que les préoccupations des Européens, les préoccupations des Français, est de plus en plus tournée vers l'environnement. Et les Français, c'est qui? Ben, c'est nos clients, c'est nos salariés. Et si dans quelques temps, ils ont le choix entre un produit qui est plus vertueux et en plus moins cher, hein, c'est pour ça que la flèche bleue ici, elle est beaucoup plus grande que la flèche rouge, hein. C'est que, en fait, soit on augmente les profits, hein, les profits pour l'entreprise, mais aussi les profits pour le client. Ça veut dire qu'on peut aussi être beaucoup plus compétitif et proposer des produits beaucoup moins chers. Alors, je vais citer un exemple, hein, c'est Tesla. Tesla arrive à sortir des voitures pour avoir l'équivalent en moteur thermique en Europe, bah, il faut dépenser 20-30 000 euros de plus. Ils arrivent à proposer des produits très bon marché, extrêmement performants et plutôt vertueux vis-à-vis de l'environnement. Et qui c'est qui est en passe de devenir premier constructeur mondial d'automobiles? Voilà, ben, les anciens acteurs historiques, ben voilà, l'électrique, ils n'ont pas compris. Enfin, ils n'avaient pas compris au moment où Tesla est arrivé. Voilà. Donc, en fait, cette démarche, elle est extrêmement récente et elle répond à un besoin qui est en train d'émerger. Et pour être extrêmement clair et extrêmement honnête avec vous, je ne connais pas de société aujourd'hui qui adopte cette démarche. Alors, il y en a beaucoup qui font du Lean, il y en a beaucoup qui font du Six Sigma pour améliorer la qualité. Il y en a aussi beaucoup qui travaillent sur la TPM pour réduire les coûts d'exploitation des équipements. DFSS, là, c'est déjà beaucoup plus rare, je n'en connais pas. Et 3P, j'ai quelques exemples à citer, mais c'est plutôt très rare aussi. Et des sociétés qui font l'ensemble, je serais vraiment très heureux de pouvoir la rencontrer et de pouvoir l'accompagner. Parce que toi, ton métier aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'accompagner les entreprises à avoir cette démarche-là, c'est ça? Voilà. Alors, moi, je suis donc voilà, Exup Consulting, hein, société de conseil. Et nous, notre cœur de métier, en fait, il est dans l'établissement en fait d'une stratégie d'entreprise. Alors, la stratégie industrielle est très orientée sur la performance, hein, améliorer la performance des entreprises. Donc, nous, on accompagne les sociétés pour établir leur stratégie. Et notre cœur de métier, en fait, il est sur le lean management. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis à Toulouse et je travaille dans une entreprise sur des sujets de lean management. Et on a aussi une grosse activité sur la partie Six Sigma. Alors là, on est très présent en Suisse, dans l'horlogerie, hein, et la machine-outil suisse. Euh, et puis la TPM aussi sur les grosses industries de process. Voilà, notre corps de métier, voilà, je résume, c'est stratégie, Lean, Six Sigma, TPM, et puis tout ce qui est méthode aussi de pilotage de projet. On parle aussi d'agilité. Voilà, ça c'est notre cœur de métier. Et je rêve de trouver une société, de pouvoir accompagner une société sur une démarche, voilà, une stratégie qui les amènera progressivement à découvrir le Lean, le Six Sigma, la TPM, et puis aller sur la reconception des lignes ou des process, voilà, dans un avenir ultérieur. Et vous êtes combien dans cette entreprise? Alors, en salarié, on est relativement peu. Moi, je travaille beaucoup avec un réseau de freelance. Et très proche de moi, j'ai 4 consultants. Ouais. Et j'ai aussi un partenaire sur Paris. Et donc, si jamais j'ai une grosse affaire où il y a besoin d'une trentaine ou une quarantaine de consultants, voilà, je saurai aussi y répondre. Mais ça sera pas Exup, hein, ça sera un autre, par l'intermédiaire d'un autre cabinet. D'accord.
S'il y a d'autres questions? La présentation était tellement claire, il n'y a pas de questions. Je vais réfléchir. Ouais, c'est bon pour moi, merci pour la présentation. Donc, je pense que c'était effectivement assez clair. Et donc, dans les années à venir, tu vois l'évolution de cette démarche, comment? Est-ce que pour toi, ça va monter en flèche ou est-ce qu'il va falloir peut-être un petit peu de temps, quelques années, avant que les entreprises commencent à... Alors, dans un avenir très proche, et je le vois avec beaucoup de clients, hein, c'est qu'il y a une grosse curiosité et il y a une veille qui est en place auprès de beaucoup d'industries. Alors, signer un contrat pour décembre, ça, c'est sûr que voilà, faut pas se faire d'illusions. Mais il y a une chose qui est sûre aussi, c'est que en 2050, on a un objectif de taille, et si on s'en occupe dans 5 ans, ça va être compliqué. Hein. Réussir à tout changer le système industriel en 15 ou 20 ans, ce sera un sacré job. Et je pense que plus tôt les sociétés démarreront, et mieux ça sera. Et il ne faudrait surtout pas, c'est que certains secteurs d'activité se disent, bah, de toute façon, voilà, nous on a toujours consommé du gaz et il n'y a pas de raison qu'on consomme du gaz, autre chose que du gaz. Et il n'y a pas de raison qu'on développe en fait le développement durable. Ça, c'est le raisonnement qu'ont tenu les constructeurs automobiles il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années. Il ne faudrait pas reproduire ce schéma et se faire doubler par d'autres qui, eux, ont compris l'intérêt, et pas uniquement l'intérêt du côté vert, mais aussi l'intérêt financier, parce que travailler sur le lean, ben, ça permet aussi d'améliorer les profits. La TPM, ça permet aussi d'améliorer les profits, le Six Sigma aussi. Euh, voilà. Et ça serait vraiment dommage de ne pas pouvoir mettre en place une telle démarche qui est à la fois vertueuse pour l'entreprise, hein, on augmente les profits pour l'entreprise, on augmente aussi les services aux clients, et en plus de ça, on en profite pour pouvoir être durable. Mais j'aurais tendance à dire, c'est que le durable est presque une conséquence de tout ça. Ce n'est pas un objectif en soi. D'accord. Et voilà, quoi qu'il arrive, on n'aura pas le choix. À un moment donné, on devra. Donc voilà, soyez les leaders. Hein, il vaut mieux être leader que suivre. Hein. C'est assez innovant, en fait, d'une certaine manière. Oui, clairement. Là, clairement. Hein, c'est une démarche que j'ai construite avec d'autres partenaires. Hein. Alors, par exemple, sur le Six Sigma avec Maurice Pillet. Voilà, il a été un grand acteur dans la construction de cette démarche. D'ailleurs, je l'ai cité à plusieurs reprises dans les sources. Euh, et puis, comment mettre en œuvre aussi hein, cette logique, hein, trouver cette fameuse logique entre le lean, la sobriété, le Six Sigma, la TPM sur l'efficacité, et puis le développement durable. On va trouver cette logique qui paraît extrêmement simple ici. Voilà, ça a demandé aussi beaucoup de travail de synthèse pour réunir un petit peu toutes les techniques de l'amélioration continue dans une seule et même démarche. Ouais, moi, je trouve ça vachement intéressant. Vraiment. Hmm. Merci Amélie. C'est quelque chose... Non, non, mais c'est pas la flagornerie. Hein. Je trouve que c'est vachement innovant. Alors, effectivement, moi, je me posais la question. J'ai l'impression de monopoliser la parole. N'hésitez pas en ligne si vous avez des questions. Hein. Mais je savais pas si cette démarche de Green Control, c'était quelque chose, tu vois, comme le Lean qui était archivé, documenté. Donc, c'est une démarche que tu as vraiment créée, toi, avec tes confrères, c'est ça? Oui, exactement. Alors, en fait, il y a pas de. C'est innovant dans le sens où on a réussi à trouver une démarche qui permet de. C'est un petit peu le Seigneur des Anneaux, si tu veux. Hein. C'est l'anneau qui les gouverne tous, quoi. Hein. Ouais. C'est ça, en fait. L'innovation, elle vient de là. C'est vraiment la mise en commun de toutes les techniques, pardon, connues et d'ailleurs éprouvées. Hein, j'insiste là-dessus. Le Lean, ça fait 70 ans que c'est là. Le Six Sigma, ça fait 30 ans que c'est là. La TPM, c'est vieux comme le Lean aussi.
Les outils les plus récents, on va dire, c'est le DFSS et le 3P, et ça a 20 ans. Ouais. Donc, on n'a absolument rien inventé. Il n'y a pas de technique nouvelle, si ce n'est une logique, une stratégie, une logique, en fait, de pouvoir tous les mettre ensemble, et dans un but voilà, d'augmentation des résultats, et en plus de ça, pouvoir être pérenne. Parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Dans 20 ans, dans 30 ans, voilà, les entreprises qui ne seront pas dedans, elles n'existeront plus. Ouais. Ok, ok. Et j'ai Bon, cru comprendre aussi qu'il y avait pas mal de jeunes dans l'Assemblée. oui. Voilà, moi, très honnêtement, je m'arrêterai dans 20 ans, je verrai pas le fruit de tout ça, hein. Et je compte sur vous, hein, pour pouvoir amener notre secteur industriel à l'excellence, et j'espère avant 2050. Est-ce que je peux Bonjour, intervenir? je me permets une question si vous m'entendez. Oui, 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 Bon, je vous en prie. ouais, ben, c'est Mais on bonjour. est deux, Je vas-y, suis vas-y. Clément Saudet. Euh, oui, bonjour à tous. Je, de mon côté, je suis ingénieur en électricité dans une entreprise qui fait des capteurs électriques. Euh, et voilà, j'essaie de m'impliquer beaucoup dans l'entreprise pour faire entrer en œuvre, mettre en œuvre des différents, tout ce que je peux pour améliorer l'empreinte de l'entreprise. Alors, on commence par des choses très petites, mais il y a aussi des choses qui sont mises en place par le comité exécutif directement pour essayer d'améliorer l'empreinte de l'entreprise. Donc, ça bouge et j'en suis très content. Euh, et justement, c'est ce qui bouge, ce qui fait bouger l'entreprise, c'est les clients. Ce sont des clients automobiles principalement ou un peu plus minoritairement des clients industriels, enfin du reste de l'industrie. Euh, et donc ces clients sont à la recherche que mon entreprise leur donne des chiffres et une vision sur ce qu'elle va améliorer euh, pour le futur sur ces choses-là. Et je trouve ça formidable. Et donc mon entreprise s'y met. Après, j'ai du mal à voir si toutes les entreprises sont capables de faire des choses comme ça. Quelles entreprises ça concerne? Mon entreprise a beaucoup d'argent et donc a possibilité de se lancer dans des choses comme ça, mais c'est pas du tout le cas de toutes les entreprises et les entreprises se battent pour survivre. Donc, euh, je voulais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que quel genre de clients viennent vous voir et est-ce qu'ils sont directement intéressés par l'aspect green ou est-ce que c'est vraiment l'excellence opérationnelle qu'ils cherchent et qui les amène petit à petit, en améliorant leur excellence opérationnelle, à améliorer aussi leurs impacts un peu plus green? Oui. Alors, je vais vous citer quelques. Donc, merci beaucoup pour vos questions, c'est top. Euh, alors, il y a plusieurs questions, hein, dans la question d'ailleurs. Alors, quels sont les types d'entreprises qui doivent y aller? À mon avis, toutes les entreprises doivent aller vers le développement durable. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le choix. Et si on n'y va pas, j'émets des doutes sur la pérennité des entreprises, hein. Et aujourd'hui, le législateur, il est assez sympa. Il nous dit, si vous êtes volontaire, ça serait cool, et je vous aide. Dans quelques temps, le législateur sera un petit peu plus strict. Et puis les clients aussi, de toute façon, vont se détourner des solutions qui ne sont pas durables parce que ce n'est pas tenable et qu'eux-mêmes auront des objectifs. Ensuite, les types de clients qui seront, enfin, les types de clients que je côtoie aujourd'hui, alors, ils sont très focalisés sur une technique ou sur une autre. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui fait, alors si j'en ai un seul qui fait du Lean et du Six Sigma, euh, mais ça s'arrête là. Et des clients, j'en ai déjà croisé un bon paquet. Euh, alors, vous éclairer aussi, hein, il y a des petites entreprises. Donc, le plus petit client que j'ai aujourd'hui, c'est 8 salariés.
ce qui était impensable dans une démarche ligne il y a encore 10 ans. 10 ans, celui qui avait les moyens et la volonté de se lancer dans une démarche ligne, c'était 80, 100 salariés, voire plus. Euh, voilà, dans le Six Sigma, alors, comme je disais tout à l'heure, hein, on est très orienté sur la qualité aujourd'hui. Donc, c'est essentiellement, mes clients aujourd'hui sont essentiellement tournés sur l'horlogerie. Voilà, j'ai beaucoup d'activités en Suisse. La TPM, aujourd'hui, je travaille beaucoup dans l'agroalimentaire parce que ce sont des grosses entreprises de process. Et à la quantité produite, on s'aperçoit qu'une ligne de production, c'est de l'ordre de 40 à 50 000 euros de l'heure, le fonctionnement ou le chiffre d'affaires généré. Et une heure de perdu, c'est juste colossal. Donc là, on a besoin vraiment de monter le TRS, de monter la fiabilité et d'avoir une vraie démarche TPM. DFSS 3P, voilà, je ne connais pas. Je n'ai pas d'exemple à vous citer. Euh, voilà, j'espère avoir bien compris toutes vos questions et réussi à y répondre. Oui, super, rien à dire. Merci. Ok, génial, je suis content. Est-ce que vous m'entendez là? Très bien. Oui, alors je m'appelle Amine, je suis retraité, donc je suis comme toi, je ne verrai pas la fin de cette affaire. Et je suis de GMD 74. Alors, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans la démarche, c'est le fait de démarrer par la sobriété, parce que c'est peut-être le seul moyen pour vraiment convaincre un client comme quoi il peut faire des gains et Ouais. donc augmenter son profit à production égale. Je suppose que la difficulté, c'est de convaincre les clients que ils peuvent faire cette évolution tout en continuant à avoir du profit. Mhm. Mais, mais là où ça pose, à mon avis, un problème, c'est que je comprends très bien que la démarche que tu présentes, c'est une démarche interne à une entreprise, parce que tu as mis de côté le client, ce que je comprends tout à fait. Par contre, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont obligées de satisfaire des demandes qui représentent, dans une certaine mesure, des besoins superflus. Mhm. Et dans cette démarche-là, cette partie-là n'est pas questionnée. Mhm. Donc, Alors, voilà. ouais, je vais répondre à cette question. Alors, effectivement, c'est quoi le superflu, hein? À partir du moment où il y a une demande client, il faut suivre la demande client, hein. Alors, est-ce que la demande client, c'est superflu ou autre? Je dirais que c'est une autre question, un autre débat. En revanche, nous, industriels, si on a une demande, on doit pouvoir répondre à la demande. Oui, Et oui, oui, tu as raison. Excuse-moi de te couper, mais juste pour finir, en fait, j'ai fait un pas de côté parce qu'en fait, je voulais adresser en fait les entreprises qui font du push, qui créent des besoins. oui, ok, oui. Et ces entreprises-là auront du mal à rentrer dans cette démarche parce que ça leur coupe justement leur profit essentiel en quelque sorte. Ouais, ouais. Alors, Amine, là, tu mets effectivement le doigt sur l'axe vertical, hein, de ce graphique. C'est le côté durable. Et la question, c'est est-ce que ce genre de pratique, est-ce que ce genre d'activité a un avenir? Alors, il faudra toujours faire du marketing, ça on est d'accord. Il faudra toujours faire de l'innovation, il faudra toujours proposer des choses nouvelles en plus, etc., etc. Puis on a besoin de vivre aussi, on a besoin de se faire plaisir. Cette démarche-là n'a pas pour vocation de revenir à se chauffer à la bougie ou à la lampe à huile, hein, loin de là. C'est pouvoir progresser, pouvoir avancer, mais avec de nouvelles contraintes qui s'offrent à nous aujourd'hui. Hum, donc voilà, c'est effectivement, s'il y a des pratiques agressives du point de vue marketing, moi j'ai mis un doute sur l'avenir de telles activités. On le voit bien avec les influenceurs sur Insta, sur YouTube et compagnie, ils se font plus ou moins matraquer de tous les côtés, hein. Voilà, donc pousser la consommation à outrance,
je pense on a mangé notre pain blanc. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel. Tu as dit que tu es à Toulouse? Alors là, je suis géographiquement à Toulouse, ouais, je suis chez un client. Oui, d'accord, d'accord. Mais sinon, je suis au nord de Lyon, j'habite voilà, juste au sud de la Bourgogne, à Mâcon. Ouais. Non, parce que moi, je suis à Castelnau, qui est à 20 km, 15 km au nord de Toulouse. D'accord. Tu veux qu'on aille boire un verre ce soir? Oui, pourquoi pas. Oui, justement, la question c'était est-ce que tu as comment dirais-je, des contacts dans les entreprises encore plus énergivores d'aujourd'hui? Euh, alors, par exemple, hein, aujourd'hui, je travaille pour un sous-traitant pour l'aéronautique. Bon, je pense que l'aéronautique, c'est un gros consommateur d'énergie, donc indirectement, oui. L'agroalimentaire. Alors, tout au début de la présentation, je vous ai présenté un petit Pareto, hein, où on voyait la hauteur de l'ampleur pour l'industrie. Puis il y avait juste à côté, il y avait l'agroalimentaire aussi. L'agroalimentaire, c'est le même défi que l'industrie, hein, il y en a à peu près autant. Et je travaille beaucoup pour l'agroalimentaire. Donc, c'est des, enfin, ça se compte en dizaines de mètres cubes de fuel consommé par jour, hein, une entreprise agroalimentaire. Ouais, dès qu'il faut chauffer, dès qu'il faut cuire, c'est colossal. Écoute, merci beaucoup pour tes réponses, hein, Ben, merci à toi, Amine. c'était vraiment intéressant. Enfin, moi, je disais que je suis retraité, mais je continue à faire un peu de conseil dans Ah, le. ah. Je suis un ancien du spatial, donc Oh, d'accord. je fais du conseil dans le spatial et dans le système d'information, puisque j'ai été directeur du système d'information à la fin de ma carrière. Voilà. Ok, tip top. Et je m'intéresse beaucoup à ce genre de choses parce que, oui, j'ai aussi été directeur qualité pas très longtemps. Donc le Lean et le Sigma, le Six Sigma, ça me dit quelque chose. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Bon, moi, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Et puis, à un de ces jours. Eh ben, merci, Amine, à bientôt. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer l'événement. De toute façon, je vois que les participants progressivement se Ouais, on commence à déconnectent. partir. Ouais. Donc merci beaucoup Merci à Jérôme. Donc ça a été enregistré, hein, comme je l'ai dit. Donc vous pourrez retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et petite question, est-ce que c'est possible d'avoir les slides ou pas? C'est souvent une question que Oui, posent les intervenants. oui, je l'ai fourni. Et d'ailleurs, il y a des liens. Alors, ce serait bien pour un PDF cliquable, parce qu'il y a des liens sur les sources, notamment toute la première partie voilà, sur l'aspect social, économique, euh, sur lesquels voilà, vous pourrez trouver enfin, vous pourrez aller sur les sources. D'accord. Eh ben merci beaucoup et bonne soirée. Alors, Jérôme, Merci à on peut peut-être tous. rester Bonne, en bonne ligne fin de soirée. pour débriefer un petit peu. Et puis, Ça bah, joue. les participants vont progressivement se déconnecter. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Bonne Ciao, soirée. ciao, ciao. Merci, bonne Salut. soirée. Bon, je crois qu'il y a encore quelques participants. Oui, encore quelques-uns. Attends, c'est qui je pensais Il reste plus que Matt. Bon, bah,
Désolé, monsieur qui s'appelle Matt. Voilà, on va débriefer. Au revoir, merci. Hop. Ah ben voilà, ça y est, on est tous les deux. Et Read AI, ça c'est le. Ouais, attends, faut que j'arrête l'enregistrement parce que sinon on va